Steven Spielberg a passé sa carrière à redéfinir notre vision de la guerre au cinéma. Mais voici le rebondissement. Bien qu'il ait réalisé Il faut sauver le soldat Ryan et la liste de Schindler, il ne jure que par une poignée de films de guerre qui l'ont marqué bien avant qu'il ne devienne le roi d'Hollywood. Certains sont des blockbusters, d'autres ont été réalisés avec des budgets serrés, et l'un est si racoleur qu'on ne s'attendrait jamais à ce que ce soit son préféré de tous les temps. Alors, quels sont les films que Spielberg force ses amis à regarder inlassablement, année après année? Plongeons ensemble dans les 10 films de guerre qu'il faut absolument voir, selon ses dires. Le premier, Quand les aigles attaquent, sorti en 1968. Cela pourrait vous surprendre, mais le film de guerre préféré de tous les temps de Spielberg n'est pas une sombre représentation du sacrifice sur le champ de bataille. C'est Quand les aigles attaquent. C'est exact. Le thriller d'espionnage démesuré et pulp de 1968, souvent surnommé le film de papa ultime, figure en tête de sa liste personnelle. Pourquoi? Parce que parfois, les films de guerre n'ont pas besoin d'être solennels. Ils peuvent être de véritables montagnes russes de chaos. Le scénario est une pure folie aux enjeux énormes. Richard Burton, incarnant un officier de renseignement britannique glacial, dirige une équipe hétéroclite en mission pour infiltrer une forteresse nazie perchée en hauteur dans les Alpes bavaroises. À ses côtés, un jeune Clint Eastwood, l'unique Américain dont le doigt sur la gâchette accumule le plus grand nombre de victimes de toute sa carrière. Sans blague, ce film détient le record d'Eastwood du plus grand nombre de morts à l'écran. Et ce n'est pas subtil. Il y a des doubles jeux, des triples jeux, des révélations incessantes sur qui travaille vraiment pour qui. Et puis, une fois que toutes les cartes sont sur la table, la seconde moitié du film devient une succession ininterrompue d'explosions, de fusillades et de cascades complètement folles. Burton lui-même a avoué que l'idée venait des enfants d'Elizabeth Taylor, qu'il avait supplié de jouer dans un film amusant pour une fois. Il a tenu sa promesse, et Steven Spielberg ne l'a jamais oublié. En fait, il a cité la célèbre réplique du film « Broadsword Calling Danny Boy » à de multiples reprises, la cimentant comme faisant désormais partie de son propre ADN cinématographique. La réplique est apparue dans des endroits inattendus, des épisodes de Doctor Who aux procès-verbaux britanniques. Pour Burton, ce fut son dernier vrai succès au box-office américain. Le point d'exclamation final d'une carrière en déclin. Mais pour Spielberg, c'était quelque chose de complètement différent. La preuve que les films de guerre pouvaient être à la fois divertissants, audacieux et inoubliables, sans jamais prétendre au réalisme. Ce style si pulp et exagéré est précisément ce qui distingue Quand les aigles attaquent, et c'est exactement pourquoi Spielberg le considère comme son film préféré. Le film La zone d'intérêt, 2023. Spielberg a choqué les gens en déclarant que La zone d'intérêt était le meilleur film sur l'Holocauste qu'il ait vu depuis La liste de Schindler. C'est un soutien de poids, surtout si l'on considère que La liste de Schindler est sans doute son œuvre la plus importante. Mais le chef-d'œuvre de Jonathan Glazer de 2023 a mérité cet éloge en adoptant une approche non conventionnelle. Au lieu de montrer directement les champs de bataille ou les camps de la mort, le film s'attarde sur la banale horreur tranquille de la vie aux portes d'Auschwitz. Le récit suit Rudolf Höss, le commandant du camp, et son épouse, Hedwig. D'un côté du mur, c'est la souffrance humaine à l'échelle industrielle. De l'autre, un jardin familial parfait, des pique-niques, des enfants qui jouent et des routines domestiques quotidiennes. C'est le génie et l'horreur de la vision de Glazer. Il nous montre comment la vie ordinaire coexiste avec un mal inimaginable, comment le confort et l'atrocité peuvent littéralement partager une clôture. Spielberg a loué le pouvoir du film de capturer ce que Hannah Arendt a appelé un jour la banalité du mal. Le film The Zone of Interest a explosé après sa première à Cannes, où il a remporté le Grand Prix. Il a ensuite rapporté plus de 52 millions de dollars, un chiffre colossal pour un film d'art et d'essai aussi austère. Il a obtenu 5 nominations aux Oscars, a remporté tous les BAFTA et a provoqué une controverse après le discours de remerciement d'Oscar de Glazer. Malgré les discussions sur les prix, ce qui importait le plus à Spielberg était son honnêteté inébranlable. Il a reconnu le choix audacieux du film de refuser le spectacle, de nier la catharsis et d'enfermer plutôt les spectateurs dans la banalité dérangeante de la vie des coupables. L'approbation de Spielberg a un poids considérable. Il faut se souvenir qu'il ne distribue pas les éloges à la légère quand il s'agit des représentations de l'Holocauste. Il est farouchement protecteur de ce sujet après avoir réalisé La liste de Schindler. En qualifiant la zone d'intérêt de digne successeur, il transmettait en quelque sorte le flambeau, reconnaissant que Glazer avait capturé quelque chose de puissant et,
nouveau et profondément nécessaire. Au final, Spielberg l'admire parce que ce n'est pas une histoire de héros ou de méchants au sens traditionnel. Il s'agit de gens qui choisissent de ne pas voir, des gens qui vivent confortablement tandis que des atrocités se déroulent juste derrière leurs murs. Et c'est le genre de confrontation morale que Spielberg estime que le cinéma devrait nous y confronter. Bastion, 1949. Avant que Spielberg ne commence à transformer le cinéma de guerre, il n'était qu'un enfant scotché à la télévision, dévorant de vieux films en noir et blanc. L'un des titres qui ne l'a jamais quitté fut Battleground. Sorti en 1949, ce fut le premier grand film de guerre hollywoodien après la Seconde Guerre mondiale, et il a profondément changé la façon dont le genre était abordé. Spielberg le qualifierait plus tard comme l'un des films qui l'ont le plus inspiré en tant que cinéaste. Le film dramatise la bataille des Ardennes, se concentrant sur une escouade de soldats américains piégés à Bastogne. Ce qui en faisait une œuvre véritablement révolutionnaire, c'était son authenticité brute. Le scénariste, Robert Pierrot, avait personnellement combattu dans cette bataille, en tant que sergent-chef de la 35e division d'infanterie. Cette expérience vécue s'est alors traduite par un scénario qui refusait catégoriquement l'héroïsme facile. MGM a redoublé d'efforts, en recrutant 20 vétérans de la 101e Airborne. Ils ont formé les acteurs et sont même apparus dans le film comme figurants. Ce niveau de réalisme était à l'époque pratiquement sans précédent. Les spectateurs ont répondu présent. Battleground est devenu le plus grand succès de la MGM en 5 ans et a remporté 2 Oscars, dont celui du meilleur scénario. Les critiques l'ont salué comme étant brut, grave et respectueux, prouvant que les spectateurs étaient prêts pour des récits de guerre qui ne masquaient pas la dure réalité de l'expérience. Pour Spielberg, ce fut une révélation. Voir ces hommes figés et désespérés à l'écran lui a laissé une impression durable, façonnant son approche ultérieure de « il faut sauver le soldat Ryan ». Ce que Spielberg admirait le plus, c'est que Battleground ne romantisait pas la guerre. Ça ne montrait pas de héros invincibles fauchant des ennemis sans fin. Ça montrait des soldats affamés et épuisés faisant de leur mieux pour survivre. Cela prouvait que la guerre pouvait être dépeinte avec vérité, sans phare, et ce genre de clarté morale, c'est exactement ce que Spielberg a transposé dans ses propres films des décennies plus tard. Pour lui, Battleground était la preuve que le cinéma pouvait à la fois honorer le sacrifice des soldats et révéler le coût humain sans avoir besoin de l'enjoliver. C'est le film qui l'a convaincu que les films de guerre pouvaient avoir de l'importance. Le casque d'acier, 1951. Spielberg n'a jamais caché son admiration pour Samuel Fuller, le réalisateur au cigare, endurci par la guerre, qui a transformé ses propres expériences de combat en films sans concession. Et de toutes les œuvres de Fuller, le casque d'acier reste la plus marquante dans la mémoire de Spielberg. Réalisé en seulement 10 jours avec un budget dérisoire d'environ $100 000, ce fut le premier film américain à aborder de front la guerre de Corée, et il a profondément choqué les spectateurs lors de sa première en 1951. Ce qui le distinguait, c'était son refus de tout édulcorer. Fuller avait vécu la guerre. Il avait participé au débarquement en Normandie, libéré des camps de concentration et avait été blessé au combat. Alors, quand il a réalisé Le casque d'acier, il l'a rempli de la dureté et des vérités crues que Hollywood évitait habituellement. Des soldats exécutent des prisonniers. Un soldat nippo-américain raconte comment sa propre famille a été enfermée dans des camps d'internement. La tension raciale crépitait au sein du peloton. Le film ne glorifiait pas, il mettait la guerre à nu. Cette honnêteté a failli faire blacklister Fuller. Le FBI l'a soupçonné de sentiments anti-américains et les patrons de studio ont mal pris l'idée de montrer les soldats américains imparfaits, vulnérables et moralement compromis. Mais le public et de futurs réalisateurs comme Spielberg y ont vu autre chose, une vérité crue. Spielberg l'a ouvertement qualifié de l'un des films de guerre qui l'ont le plus profondément marqué. Et voici un lien amusant avec Spielberg. Le film présente un personnage nommé Short Round, un surnom que Fuller avait acquis pendant son service militaire. Des décennies plus tard, Spielberg a emprunté ce nom pour le petit acolyte d'Indy dans Le Temple maudit. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était Spielberg qui tirait son chapeau à Fuller. Pour Spielberg, Le casque d'acier n'était pas qu'un simple film. C'était une véritable leçon de courage. Non pas la bravoure que l'on trouve sur le champ de bataille, mais une bravoure purement cinématographique. Fuller a démontré que, même dans le climat oppressant de la censure de l'ère McCarthy, un réalisateur pouvait raconter l'histoire telle qu'il la voyait, sans artifice et sans aucune concession. Et ce courage, c'est précisément ce que Spielberg allait intégrer à ses propres œuvres.
L'enfer est pour les héros, 1962. Quand on parle des inspirations de Spielberg, on cite souvent les grands classiques prestigieux. Mais, niché dans sa liste, se trouve Hell is for Heroes, un film de la Seconde Guerre mondiale, épuré et tendu, qui a acquis un statut culte grâce à sa star, Steve McQueen, et au chaos en coulisses. Spielberg a maintes fois cité ce film comme une influence, preuve que même des productions imparfaites peuvent laisser leur empreinte. Le scénario est simple. Un petit groupe de soldats américains, largement inférieurs en nombre, est chargé de tenir une ligne face aux Allemands. Mais si l'histoire semble simple sur le papier, la production fut tout sauf ça. McQueen, au plus fort de son caractère difficile, était constamment en conflit avec l'équipe. Il se disputait avec le réalisateur, ignorait les instructions et noyait son stress dans la boisson. Robert Pierrot, le scénariste de Battleground, devait réaliser, mais il fut vite écarté après des conflits constants avec McQueen. Don Siegel prit la relève et orienta le film vers un territoire plus sombre, supprimant la plupart de la comédie noire de Pierrot pour privilégier un drame sombre et sans concession. Le budget n'a pas arrangé les choses. En plein milieu du tournage, il a été sabré. La même parcelle de terrain a dû servir de décor pour toutes les scènes de bataille. L'équipe a réutilisé des figurants allemands, tuant parfois le même soldat 3 ou 4 fois. Les armes se sont enrayées, les accessoires semblaient bon marché, et ils ont même manqué de pellicule avant de pouvoir filmer la fin. Cette fin si abrupte, avec les soldats laissés seuls face à l'incertitude du front, n'était pas du tout prévue. Elle fut imposée. Pourtant, et c'est assez étrange, cette qualité d'inachevé a conféré au film une résonance vraiment obsédante. Spielberg l'a adoré pour cette authenticité brute. Ce n'était pas léché, ce n'était pas parfait, mais ça paraissait vrai d'une façon que les films de guerre plus lisses n'avaient pas. Et dans l'interprétation sobre et intense de McQueen, il a vu le genre de soldat moralement complexe qu'il mettrait plus tard au premier plan, dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Pour Steven Spielberg, le film, le dernier de la liste, est la preuve que parfois, les contraintes peuvent créer une véritable authenticité. La guerre n'est ni propre ni glamour. C'est désordonné, imprévisible, et parfois ça se termine sans résolution, tout comme ce film, Les Sentiers de la Gloire, 1957. Spielberg a toujours exprimé son admiration pour Stanley Kubrick, et quand il s'agit de films de guerre, Les Sentiers de la Gloire est celui qu'il considère comme un chef-d'œuvre. Il est court, ne durant que 84 minutes, mais son impact est plus puissant que celui de la plupart des épopées 2 fois plus longues. Pour Spielberg, tout le poids émotionnel du film se résumait en une seule scène. Quand Kubrick est décédé, Spielberg lui a rendu hommage en projetant la séquence de la taverne des Sentiers de la Gloire devant une salle remplie d'invités. Une seule scène. Une jeune fille allemande commence à chanter, et des soldats français, endurcis, battus, humiliés, et profondément traumatisés par les combats, se taisent et se mettent à pleurer. Spielberg a dit « Nous pleurions tous. Les soldats pleuraient. » Nous pleurions en voyant les soldats pleurer. L'histoire elle-même est brutale. Kirk Douglas incarne le colonel Dax, un officier français qui reçoit l'ordre de mener ses hommes dans une attaque suicide contre une forteresse allemande connue sous le nom de la Fourmilière. Lorsque la mission échoue inévitablement, les généraux refusent d'en assumer la responsabilité. En revanche, ils accusent les soldats de lâcheté et en jugent 3 pour leur vie. Le résultat est à la fois un film de guerre et un drame judiciaire, exposant la cruauté de la bureaucratie militaire. La France a détesté ce film. Le film fut interdit là-bas jusqu'en 1975 en raison de sa représentation acerbe des dirigeants français. Mais Douglas l'a considéré comme la meilleure performance de toute sa carrière, et les critiques du monde entier l'ont salué comme l'un des plus grands films anti-guerre qui ait jamais été réalisé. Spielberg y a discerné ce qu'il s'efforcerait d'atteindre lui-même par la suite. La guerre, non pas comme une gloire, mais comme une tragédie, la futilité et l'effondrement moral. Pour Spielberg, Les Sentiers de la Gloire a démontré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de vastes séquences de bataille pour saisir la vérité de la guerre. Parfois, il suffit d'une simple chanson douce dans une taverne pour bouleverser profondément un public. Lawrence d'Arabie, le film de 1962. S'il y a un film dont Spielberg parle plus que de n'importe quel autre, c'est bien Lawrence d'Arabie. Il l'a qualifié de miracle, a décrit David Lean comme son gourou et a avoué que cela l'avait presque convaincu d'abandonner complètement le cinéma. Pourquoi? Parce que la barre lui semblait soudainement d'une hauteur impossible. Spielberg l'a vu pour la première fois alors qu'il était adolescent, projeté en 70 mm avec un son stéréo puissant.
Il est sorti de la salle de cinéma sous le choc, se demandant s'il serait un jour suffisamment bon pour rivaliser avec ce qu'il venait de voir. Et ce, pendant des semaines. Il y retournait sans cesse. Il le voyait une fois par semaine pendant un mois, chaque fois s'imprégnant un peu plus du génie de Lean. À la fin de cette période, Spielberg était conquis. Au lieu d'être intimidé, il a été inspiré. Il a dit « Voilà ce que je ferai, ou je mourrai en essayant ». Tant ce film comptait pour lui, il ne l'admire pas seulement en privé. Spielberg projette Lawrence d'Arabie chaque année et force ses amis à regarder le film de près de 4 heures avec lui. Pour lui, ce n'est pas simplement un film de guerre, c'est une véritable leçon de narration cinématographique, d'ampleur, de spectacle, d'ambiguïté morale et de la manière dont la guerre redéfinit l'identité. Le film lui-même, bien entendu, est absolument monumental. Le T.E. Lawrence de Peter O'Toole est un homme déchiré entre plusieurs cultures, piégé dans les vastes paysages désertiques qui deviennent eux-mêmes de véritables personnages. C'est une histoire de guerre, mais aussi d'ego, de politique et du prix à payer pour devenir une légende. Spielberg l'adore car il n'hésite pas à montrer comment la guerre séduit et détruit en même temps. Ce n'est pas une question de victoire, c'est une question de transformation, souvent de celle dont on ne peut pas revenir. Pour lui, Lawrence d'Arabie n'est pas seulement un film essentiel à voir, c'est le film qui a fait de lui ce qu'il est. Les plus belles années de notre vie, 1946. Spielberg a souvent dit que les films de guerre ne devraient pas être uniquement centrés sur les balles et les champs de bataille. Ils devraient plutôt s'intéresser à ce qui se passe quand les combats cessent. Pour lui, aucun film ne dépeint cela mieux que les plus belles années de notre vie. Sorti en 1946, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il racontait une histoire que l'Amérique avait désespérément besoin d'entendre. La guerre était peut-être terminée, mais pour les hommes qui l'avaient combattue, la lutte ne faisait que commencer. Le film suit 3 militaires qui rentrent chez eux dans une petite ville américaine. Il y a Fred, un bombardier décoré incapable de trouver un emploi stable, Hal, un sergent qui se désillusionne de la vie civile, et Homer, un marin qui a perdu ses 2 mains et doit maintenant faire face à la difficile adaptation de son retour auprès de sa fiancée. Rien de tout cela n'est particulièrement glamour. Il n'y a pas de défilé, pas de discours héroïque, juste des hommes ordinaires, aux prises avec le traumatisme, l'aliénation et la question écrasante de comment aller de l'avant. Spielberg dit que c'est l'un des films les plus honnêtes jamais faits sur la guerre. Pas sur les batailles, mais sur l'après-guerre, les répercussions sur les familles, les relations et des communautés entières. Tom Hanks a dit un jour que c'est le meilleur film jamais fait sur la génération de la guerre, et Spielberg est d'accord. Il admire comment le réalisateur William Wyler, lui-même un vétéran qui a effectué des missions de combat, a refusé d'édulcorer la réalité. Le public en 1946 a réagi avec une émotion débordante. Le film est devenu le plus grand succès commercial depuis Autant en emporte le vent et a raflé les Oscars, remportant 7 prix, dont celui du meilleur film. Ajusté pour l'inflation, il a rapporté plus d'1 demi-milliard de dollars. Mais pour Spielberg, les chiffres n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est sa pertinence intemporelle. Regardez-le aujourd'hui et il reste d'une vérité accablante. Pour lui, les plus belles années de notre vie est essentielle, car il nous force à regarder au-delà du champ de bataille et à affronter la partie la plus difficile de la guerre, réapprendre à vivre. Le jour le plus long, 1962. Avant que Spielberg ne redéfinisse le jour J dans « Il faut sauver le soldat Ryan », il a étudié le jour le plus long. Cette vaste épopée, avec une distribution de stars, fut la référence cinématographique du débarquement en Normandie pendant des décennies, et Spielberg lui-même l'a jugée incontournable. Non pas qu'elle soit parfaite, il pensait même que son spectacle clinquant devait être corrigé, mais parce qu'elle lui a montré à la fois les possibilités et les limites de raconter une histoire aussi immense. Tourné en noir et blanc, avec un budget qui a explosé à 10 millions de dollars, énorme pour l'époque, le film a réuni une distribution qui était pratiquement le gratin de l'époque. John Wayne, Henry Fonda, Richard Burton, Sean Connery, Robert Mitchum et bien d'autres encore. Chaque vedette a incarné un rôle dans cette narration à multiples perspectives, dépeignant l'invasion à travers les points de vue des Américains, des Britanniques, des résistants français et même des Allemands.
Ce que Spielberg admirait, c'était son ambition. Le producteur Daryl F. Zanuck était déterminé à réaliser l'épopée définitive de la Seconde Guerre mondiale, et il a réussi à créer une production internationale massive, persuadant même des vétérans militaires de servir de conseillers. Mais Spielberg a aussi vu ses lacunes, la violence édulcorée et les actes d'héroïsme trop nets manquaient de la rudesse qu'il savait que les vétérans avaient endurée. C'était inspirant, mais trop parfait. C'est pourquoi Le Jour le plus long est devenu à la fois un modèle et un défi pour Spielberg. Il lui a montré l'importance de l'ampleur, mais aussi le besoin d'une honnêteté brutale. Quand il a finalement réalisé « Il faut sauver le soldat Ryan », il a intentionnellement conçu la séquence d'ouverture du jour J comme un correctif. Caméra tremblante, gore chaotique et aucun glamour de star. Pour Spielberg, Le Jour le plus long n'est pas parfait, mais il est essentiel. Il lui a offert une base, un point de départ, quelque chose à quoi s'opposer, et finalement, quelque chose à surpasser. La liste de Schindler, 1993. On pourrait avoir l'impression de tricher en incluant l'un de ses propres films, mais Spielberg lui-même insiste sur le fait que la liste de Schindler est une œuvre essentielle à voir pour quiconque souhaite comprendre la guerre et son terrible coût humain. Plus que n'importe lequel de ses autres projets, celui-ci est celui qu'il a presque anéanti. Tourné dans un noir et blanc saisissant, avec des caméras à l'épaule, et dénué de tout faste hollywoodien, le film retrace l'histoire véridique d'Oskar Schindler, un homme d'affaires nazi qui a sauvé plus de 1000 Juifs pendant l'Holocauste en les employant dans ses usines. Spielberg a admis qu'il ne souhaitait même pas le réaliser initialement. Il a tenté de confier le projet à des réalisateurs tels que Martin Scorsese et Roman Polanski, doutant de sa propre maturité pour aborder un tel sujet. Mais finalement, il a compris qu'il n'avait pas le choix. C'était bien sa responsabilité, et le résultat fut un film d'une telle puissance que cela l'a transformé pour toujours. Il a refusé d'être payé pour le film, qualifiant tout profit d'argent du sang. Il a tourné sur place en Pologne, à quelques kilomètres seulement d'Auschwitz. Il s'est appuyé sur des survivants pour obtenir des conseils. L'expérience l'a laissé émotionnellement épuisé, à tel point qu'il passait ses nuits à appeler Robin Williams pour un peu de légèreté, juste pour tenir le coup. L'impact a été stupéfiant. La liste de Schindler a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, et est largement considéré comme l'un des films les plus importants qui ait jamais été réalisé. Mais pour Spielberg, le véritable héritage n'est pas les récompenses, c'est l'éducation. Il a fondé la Fondation Shoah, dans le but de préserver les témoignages de l'Holocauste, afin de s'assurer que les générations futures ne l'oublient jamais. Spielberg a dit un jour, « Ce n'était pas un simple film, c'était quelque chose qui lui était réellement arrivé. » La liste de Schindler n'est pas facultative, c'est un impératif moral. Des films d'action trépidants et percutants comme Quand les aigles attaquent, aux drames profondément bouleversants tels que La liste de Schindler, la filmographie de guerre de Spielberg est aussi vaste et diverse qu'absolument intransigeante. Ce ne sont pas seulement des films qu'il apprécie, ce sont des œuvres qui l'ont façonné, l'ont mis au défi, et dans certains cas, l'ont presque complètement arrêté dans son élan. Et maintenant, ce sont ces films qu'il souhaite absolument que vous découvriez. Alors, quels classiques de guerre avez-vous vus, et lesquels vont directement sur votre liste? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'exploration approfondie de l'histoire du cinéma. Et rappelez-vous, parfois la vérité de la guerre ne se trouve pas sur le champ de bataille, mais dans les histoires que nous racontons après.